L'histoire de notre Provence est pleine de rebondissements, comme nous allons le voir au cours de ce nouvel épisode. Nous en étions restés à cette grande bataille de Windalium, où les Romains victorieux avaient écrasé les tribus ligures qui s'étaient rassemblées contre eux, espérant par leur grand nombre arriver à les chasser de leur pays. Ces Romains étaient revenus en 125 avant Jésus-Christ pour la troisième fois, toujours à l'appel de Massalia, à cause des conflits qu'ils avaient avec certaines tribus ligures. Cela faisait donc 4 ans que les Romains étaient là. Ils n'avaient cessé d'exercer des exactions contre les Ligures, ce qui les avait amenés à former ce grand rassemblement inédit de plus de 50 000 d'entre eux pour s'opposer aux Romains. À cette grande confédération des Saliens du Sud que nous connaissons bien, s'étaient joints les Allobroges de la haute vallée du Rhône. Ces Allobroges étaient très en colère, eux aussi, après les Romains, depuis que ces derniers leur avaient déclaré la guerre au moment où Caius Sextius Calvinus avait rasé l'oppidum d'Entremont de ces Saliens et que les survivants ainsi que leurs chefs s'étaient réfugiés chez les Allobroges. À ces allobroges de la haute vallée du Rhône s'étaient joints également des allobroges de la haute montagne des Alpes, et, ainsi que leurs proches voisins, les Éduins des monts du Lyonnais, ainsi que les Arvennes, ces bouillants ancêtres de nos Auvergnats. Tous conscients du danger que représentaient les Romains, allaient s'affronter à ces puissantes légions romaines et à leurs grands chefs comme Domitius Inorbarbus ou bien encore Flaccus Flavius à cette grande bataille de Windalium, donc en 121 avant Jésus-Christ. Cette grande bataille restera à jamais dans les mémoires comme la plus grande résistance celto-ligure. Pourtant, tous vont mourir, les Romains, malgré leur grand courage et leur détermination, et les Romains, eh bien, ils vont les enterrer en haut de cette colline, cette petite colline proche de la Sorgue, que les habitants des alentours consternés rebaptiseront le Mour de Sèvres, ce sinistre nom voulant dire le mont sanglant. Désormais, la place était libre pour les Romains. Ils allaient pouvoir s'installer sur les débris des territoires de Celto-Ligure. Cette bataille de Windalium, bien sûr, va rester dans les mémoires comme cette plus grande résistance des Ligures, mais également elle est très importante parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça a été déterminant pour les Romains pour prendre leur décision de rester dans le pays et de le coloniser. Effectivement, depuis 4 ans qu'ils étaient là, ils avaient observé le pays et ils étaient très tentés de rester et de le coloniser. Ce pays était très attirant, il regorgeait de céréales, ils pouvaient nourrir Rome avec tout ça. Ils étaient cantonnés avec leurs armées au niveau de la petite bourgade d'Arosio de cette tribu Cavare, qui était située au niveau de ce fleuve tumultueux qui les impressionnait et qui avait déjà impressionné les Grecs de Rhodes, puis ensuite ceux de Phocée. Mais au moins, c'était une voie de communication par où pouvaient arriver certains barbares. Et de là, de leur stationnement, eh bien, ils pouvaient effectivement les arrêter avant qu'ils aillent attaquer Rome. Donc tout faisait qu'ils étaient très tentés de rester. Mais depuis 4 ans, ils voyaient bien les difficultés qu'ils avaient avec les conflits incessants de ces Ligures. Malgré les exactions qu'ils leur faisaient, les autres, c'était des vrais résistants. Il n'y avait pas moyen de les soumettre. Et en plus, ça faisait quand même 60 ans que ça n'allait pas, ça allait de moins en moins entre eux et entre ces peuples du pays et les Massalia. Donc tout cela les faisait réfléchir les Romains pour s'engager à rester. Mais maintenant, il n'y avait plus d'opposition. Donc, et voilà, leur décision était prise, ils allaient rester. Pourtant, les Romains n'allaient pas en avoir fini avec les Ligures. Effectivement, ils avaient soumis cette région, notre région,
Mais en s'installant et en colonisant, ils allaient poursuivre leur colonisation jusque dans tout le reste du pays. Et il y avait encore beaucoup de Ligures, beaucoup de Celto-Ligures, et ils allaient encore avoir des conflits, certes, encore. Et donc tout cela va prendre encore plus d'un siècle avant que ça sera l'empereur Auguste qui pourra enfin faire élever ce trophée de la victoire extrêmement important de 55 mètres de hauteur tout en haut du col de la Turbie pour démontrer leur soulagement d'avoir soumis ces peuples. Mais ça sera donc à la toute fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au cours de l'an 6 avant Jésus-Christ. Donc les Romains, notre région est bien la première vaincue. En latin, le masculin premier vaincu se dit provintis et au féminin, première vaincue se dit provincia. Les Romains n'avaient pas ne faisaient jamais beaucoup d'efforts pour trouver des noms. Soit ils reprenaient les noms des Grecs que les Grecs avaient donnés, soit ceux qui existaient des Ligures. Là, dans cette région, il n'y avait aucun nom qui avait déjà été donné précédemment à cette région. Donc, ils ont tout de suite pensé l'appeler première vaincue. C'est le nom qui leur est venu à l'idée, première vaincue, et donc ils l'ont appelé Provincia. Alors, au cours des siècles et ensuite au cours des générations qui se sont succédées, la phonétique aidant, le provincia est devenu provincia, et de provincia, eh bien, ça a coulé tout doucement en ce joli mot de Provence qui occulte totalement le triste nom première vaincue. Donc les Romains s'installent, tout va bien. Ils vont tout de suite, le Sénat va tout de suite nommer un consul pour diriger cette grande région, puisqu'effectivement, au départ, la provincia va aller jusqu'à Tolosa, donc Toulouse. Et nous savons qu'après, il y aura, lorsque l'empereur Dioclétien va remanier l'administration romaine, eh bien, il va prendre le Rhône comme frontière, et la provincia s'arrêtera au Rhône, et de l'autre côté, ça sera la Narbonnaise. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, cette région est immense. Salvicius Scipio, Caius Salvicius Scipio, eh bien, lui, il va aller jusqu'à Tolosa et installer une garnison à Tolosa. Les Volques toctosages de cette bourgade ne sont pas très très contents, mais bon, et ainsi cette garnison peut surveiller qu'ils ne rentrent pas de ce côté des barbares qui pourraient aller jusqu'à Rome. Domitius Inoubarbus, de son côté, il va tout de suite faire commencer les grands travaux de cette voie romaine qui doit rejoindre le pays des Ibères. Et lui non plus, il n'a pas trop d'idées pour donner un nom à cette voie romaine, cette première grande voie romaine. Il va l'appeler Via Domitia, il s'appelle Domitius, Via Domitia, et encore aujourd'hui, nous l'appelons Via Domitienne. Donc c'est en 120, tout de suite, la bataille était en 121, vous voyez, et en 120, la voie romaine commence. En 118, donc très rapidement, il faut dire que les Romains ont une toute petite facilité parce qu'il y avait déjà des chemins, des voies de communication déjà tracées par les Ligures. Ils avaient leur voie de communication. Certes, ce n'était que des chemins de terre, mais quand même, le tracé était fait. Donc la Via Domitia, elle a déjà un petit avantage pour démarrer. Même si les Romains, ils agrandissent les chemins de terre des Ligures, ils les pavent aussi par endroits pour le passage de leurs chars. Enfin, c'est des vraies voies romaines et un vrai travail de Romains. Donc en 118, ces travaux arrivent de la voie romaine, de la voie Domitia, ils arrivent au niveau de la mer. Et là, ils rencontrent sur une petite colline une tribu ligure qui est bien sûr installée sur sa hauteur, et c'est le mont Laurès. Et ces ligures s'appellent les Élitis, ce que les Grecs ont appelé les Lysicoi, mais ils sont à 4 km de la mer, ils sont très proches de la mer, et c'est pourquoi ils ont appelé leur bourgade proche de l'eau, ce qui se dit en Ligure Narbo. Domitius Enoubarbus va laisser son fils Lucinus
Gracchus avec mission de créer de toutes pièces une vraie cité romaine, non pas à partir de la bourgade, comme les trois quarts du temps ils feront, les Romains. Ils partiront d'une bourgade sur les hauteurs et d'une bourgade ligure sur les hauteurs, et puis ils agrandiront, ils feront une vraie cité romaine qui descendra même dans la plaine, voilà. Mais là, ça sera vraiment au départ, pas du tout par rapport à la hauteur du mont Laurès, mais dans la plaine, et à mi-chemin entre la mer et entre la bourgade. Cette cité romaine, va l'appeler Narbo, va carrément prendre le nom de la petite cité, même si ce n'est pas au niveau de la cité. Et la seule chose, c'est qu'ils vont le dédier cette cité au dieu Mars, et ils vont l'appeler Narbo Martius. Et lorsqu'elle va être terminée, ils vont faire venir des colons latins et du Latium, hein, mais aussi des, des vétérans de l'armée. Et cette cité, elle va bien démarrer parce qu'elle servira de cantonnement quand les armées circuleront ou de garnison par moment. Enfin, bon, pour l'instant, elle ne sera pas extrêmement importante, mais elle prendra quand même déjà sa place. Cependant, il faudra attendre 45 avant Jésus-Christ, quand César va la refonder. Il va en faire une cité très importante parce qu'il veut qu'elle soit plus importante que Massalia. Il veut vraiment humilier Massalia, et nous verrons dans un prochain épisode pour quelle raison César fera ça à Massalia. On se rappelle que Massalia était ville libre, indépendante, qu'elle fonde de sa propre monnaie et tout ça, et il va lui enlever tout ça, et il va tout donner à Narbo Martius. Alors donc les Romains continuent à s'installer, tout le monde est tranquille. Les, les Ligures, eh bien, les Ligures survivants, ils sont repartis dans leur bourgade, ils essaient de pas trop se montrer aux Romains. Les Massaliotes, eh bien, ils repartent sur leur bateau, continuer leur commerce sur les bords de la Méditerranée. Ils se disent que finalement, ben, ils n'étaient pas trop contents que les Romains restent, mais puisqu'ils sont là, après tout, ça leur rendra peut-être service s'il y a de nouveaux conflits, ils n'auront pas besoin de les appeler. Bon, très bien. Donc, les Romains de leur côté sont tranquilles, ils continuent à s'installer, à coloniser et à faire venir des colons, etc. Et puis, 15 ans vont se passer tranquillement comme ça, sans que personne ne se doute rien. Nous arrivons tout doucement en 105 avant Jésus-Christ. Et effectivement, sans que personne ne se doute rien, dans la Provincia, eh bien, ça fait déjà 8 ans qu'il y a des peuples qui sont partis de leur pays, de leur région du Nord. Ils ont tout quitté. D'après les textes de Strabon, qui était un géologue, il explique qu'il y a eu un changement climatique de telle importance qu'il y a eu des inondations qui ont ravagé tous les rivages du Nord, les bourgades de ces peuples, que ce soit les Cimbres, les Teutons et les Ambrons. Et donc tous ensemble, ils ont tout quitté, ils ont emmené leurs femmes, leurs vieillards, toute leur population, leurs animaux, tout le monde est parti. Ils ont chacun une armée très importante, et bien sûr, ils descendent vers le sud en cherchant des terres où s'installer. Mais en même temps, c'est très difficile ce qu'ils font parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ils sont très nombreux. C'est des files interminables de gros chariots sur lesquels il y a les femmes, les animaux, hein, etc., les enfants. Et puis des armées qui suivent à pied, sur des chemins, il y a des files et des files de kilomètres de ces populations. Mais quand ils arrivent dans quelque part, ils s'arrêtent pour trouver à manger pour tout ce monde. Et évidemment, les habitants du coin se révoltent. Il y a des tués, il y a des razzias de leur bourgade. Ils prennent toutes les provisions, ils ravagent les cultures. Et quand ils partent, c'est plus qu'il n'y a plus rien du tout derrière eux. Donc, ça fait vraiment très peur à toutes ces populations. Et finalement, Rome est avertie. Ils envoient une première armée pour les arrêter dans le centre de la Gaule. Mais la première armée est complètement décimée. Une deuxième armée, eh bien, c'est pareil. Et une troisième, terminée. Voilà, et bien plus personne pour s'opposer à ces barbares, c'est vraiment des barbares. Et ils arrivent dans la provincia, ils ne sont pas loin, ils approchent. Donc maintenant, Maximus est prévenu, il fait vite avertir
Servicius Elio qui est parti du côté de Tolosa, parce qu'il y a encore une autre histoire là-bas, les Volques texosages ne sont pas contents de la garnison qu'on leur a mis. Évidemment, il y a des problèmes, ils attaquent la garnison. Donc, Scipio est parti avec une armée pour les remettre à la raison, pour mettre de l'ordre. Et c'est la seule chose qui fait ça encore d'une façon très désagréable, parce que il laisse ses soldats piller toute la bourgade des Volques texosages, y compris leur sanctuaire, qui est rempli de dons en or qu'ils ont fait à leur dieu, et y compris ils ont une coutume qui est extraordinaire, et ils ont des lacs sacrés. Donc des lacs sacrés, ils appellent comme ça parce que dans tout le fond de ces lacs, ils mettent tout l'or qu'ils ont, et c'est pour ça que c'est sacré, parce que personne n'a le droit d'y aller. Alors personne ne va voler de l'or, puisque c'est consacré aux dieux. Mais Scipio, il s'en fiche comme tout, il prend tout l'or qui est dans le sanctuaire et qui est dans les lacs sacrés, et il y en a tellement qu'il en charge 40 chariots. Et il envoie avec des conducteurs et une escorte euh, tous ces chariots vers Rome, pour aller à Rome. Mais seulement au moment où on lui dit de revenir à Rosio avec son armée, parce que les barbares arrivent, eh bien il est vraiment énervé. Il est vraiment énervé parce qu'on vient de lui annoncer qu'il n'y a même pas 3 jours que les chariots sont partis, et déjà ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé cet or? Mais encore aujourd'hui, nous ne savons pas où est passé cet or. Personne ne le sait. C'est quelque chose que y a, dans les textes anciens, certains ont accusé, on en profité pour accuser Xépio, qui n'avait pas très bon caractère, en disant qu'il avait volé l'or de Tolosa, qu'il avait caché quelque part, etc. Mais Servicius Scipio, lui, il était très très heureux d'envoyer cet or au Sénat, parce que ça allait le revaloriser, qu'il serait gratifié par le Sénat. En plus, il était d'une famille, il était homo honoris, un homme honorable, d'une famille honorable. Et donc, peut-être ça aussi, c'était important pour qu'il ne fasse pas ce genre de choses. Enfin, de toute façon, il était très, très furieux. Il revient vite avec son armée jusqu'à Arosio. Et donc là, Malus Maximus, il a été très, très, très intelligent. Il a préparé tout un plan pour contrer ces barbares qui vont leur arriver dessus. Lui, il reste 3 armées. Il a 2 armées à Rosio, plus une qui restait de Xépio, qui n'en avait emmené qu'une. Donc, ils ont 4 armées. Donc, ils vont peut-être y arriver, là. Voyons, peut-être. Donc, mais seulement Scipio est tellement énervé, il dit que non, 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 il veut pas faire ça. Lui, il veut rester au niveau du Rhône. Maximus, il a qu'à rester à Rosio. Lui, il reste au niveau du Rhône, et il va arrêter tout seul. Il va récupérer sa 2e armée. Avec 2 armées, il va arrêter les barbares. Alors, Maximus s'énerve un peu, lui dit, mais parce que tu connais pas les avis que moi j'ai eus de Rome, comment ces barbares, ils ont, ils ont décimé les 3 armées romaines. Bon, c'est une tête d'ail, donc il n'écoute pas, il reste là, et ce qui devait arriver, les barbares arrivent, et bien sûr, ils déciment toute l'armée de Scipio. Scipio, avec 2 ou 3 survivants, ben, ils arrivent à s'échapper, à rejoindre Maximus à Arusio. Les autres arrivent, et bien sûr, les 2 armées de Maximus, ils n'en font aussi qu'une bouchée. Cette bataille d'Orange a été horrible. Il y aura plus de 80 000 soldats qui sont morts, plus 40 000 ceux qui on appelle des serviteurs, qui entourent l'armée, qui font la nourriture, enfin, qui s'occupent de toutes les choses diverses autour de l'armée. 40 000 d'entre eux aussi sont morts. C'est la plus grande défaite romaine depuis 218 avant Jésus-Christ et Hannibal, quand il a vaincu les Romains à Cannae en Italie. Donc c'est quelque chose d'épouvantable. Et cette bataille, eh bien, elle a, le Sénat accuse Scipio avec son mauvais caractère, et fait venir Maximus, et il les interroge au Sénat pour savoir ce qui s'est passé. Et Scipio, eh bien, il va être dégradé de son impérium, on va lui enlever tous ses titres, il va être exilé, on va lui prendre tous ses biens. Et donc, dans les documents anciens, on lit que, eh bien, lors de Tolosa, il porte malheur à tous ceux qui l'ont touché. Xépio, eh bien, il a fait perdre la bataille d'Orange,
Et vraiment, ça a continué. Lui-même a été exilé. Le malheur est sur lui, il n'y a rien à faire. Enfin, donc tout ça est épouvantable. Et surtout, les habitants de la provincia, ainsi que les Massayotes, qui ont assisté de loin à ce qui s'est passé, ils sont terrorisés par ces barbares. Alors ces gens, les Ligures, tant que c'est des gens de petite taille, ils n'ont, ils n'ont ils sont effrayés parce que ces gens du Nord, ils sont immenses, ils sont tout couverts de cuirasses et ils ont la tête aussi pleine avec un bouclier, avec un homme, on ne les voit pas du tout. Ils poussent des cris rocs là-dedans, ils sont effrayants. Pour combattre, ils s'attachent au ceinturon avec des cordes et ils forment un mur comme ça pour affronter l'ennemi, qu'ils écrasent évidemment, et tout en poussant leurs cris gutturaux. Et tous les prisonniers qu'ils font, eh bien, c'est pas compliqué, ils les pendent à tous les arbres autour d'Arosio. Arosio est entouré de pendus autour d'eux. Et les Ligures, les habitants ainsi que Massalia, ils se disent, mon Dieu, on va finir comme ça, pendus aux arbres. Qu'est-ce qui va se passer? Les Massaliotes, ils se disent, ils vont nous envahir nos hangars pleins de marchandises, ils vont tout nous piller. Et nous, ben, nous au lieu, on va peut-être, au lieu de rester là et de se faire prisonnier, on va remonter sur nos bateaux et partir en courant. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là sont effrayants. Les femmes, elles, pendant la bataille, elles étaient sur des chariots, elles avaient des épées ou des marteaux ou n'importe quoi. Et dès qu'il y en avait un Romain qui passait, elles te le trucidaient. Elles étaient des furies furieuses, elles aussi. Dans ces gens-là, était effrayant. Et donc, ils étaient tous à se dire, ça y est, on va y passer. Mais alors voilà qu'un petit miracle se produit. Deux Romains se déguisent en barbares, ils circulent dans les rangs et ils disent qu'il y a de l'or chez les Ibères. Oh là là, alors ça, ils sont friands d'or, donc c'est parfait, parfait. Vite, vite, ils rassemblent leurs affaires, remontent sur leur chariot, leurs armées suivent par derrière et ils s'en vont. Et grâce à ce que cette voie romaine a commencé à être construite, eh bien, ils peuvent s'échapper encore plus vite et surtout la provincia est libérée un petit peu plus tôt que prévu. Et donc, ils sont tellement stupéfaits d'en être débarrassés qu'ils ne sont même pas contents, ils sont encore terrorisés d'avoir vu ce qu'ils ont vu et de la peur qu'ils ont eue. Et surtout, ils se disent que ça va pas être rigolo parce que quand ils vont revenir, certes, ils vont peut-être mettre 2 ans pour revenir entre l'aller chercher là-bas et revenir, mais quand ils vont revenir encore plus énervés parce qu'ils ne vont pas trouver d'or dans le pays des hivers, il n'y en a pas. Donc ils vont être sacrément énervés. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment les Romains vont s'organiser pour cette fois leur résister et sauver la provincia? C'est ce que nous allons voir au prochain épisode.